Après avoir vaincu la France, les Allemands ont fait de Paris la ville de détente de leurs soldats. Avec les permissionnaires, le lieutenant August von Kageneck, 19 ans. Son unité n'avait pas participé à la campagne de France. Il découvre la capitale. Il écrit « On nous donne des consignes très strictes, tenue impeccable, pas de contact avec la population. Nous inventons le tourisme de masse. Les Français ne les regardent pas. Certains résistent déjà, comme ces deux saboteurs de lignes téléphoniques, les premiers fusillés par les Allemands. Le nouvel État français, autoritaire, avec à sa tête le maréchal Pétain, s'engage dans la collaboration avec l'Allemagne. Pétain a promulgué un statut des Juifs, les excluant de la vie publique, et il a serré la main d'Hitler. Tous les jours à 13h, la Wehrmacht défile. L'Allemagne occupe les capitales de l'Europe. Après Prague et Varsovie, Bruxelles, Luxembourg, La Haye, Copenhague, Oslo. Mais pas Londres. Février 41, dans la banlieue de Londres. Rose a 3 ans, dont 2 de guerre. Rose est courageuse, comme tout le peuple anglais. Les villes anglaises sont dévastées par les bombardements allemands. Mais l'Angleterre tient bon, autour de Churchill, avec l'aide providentielle de Roosevelt. Roosevelt vient d'être réélu pour la 3e fois président des États-Unis. Malgré l'opinion américaine hostile à la guerre, il proclame « Nous devons être l'arsenal des démocraties ». Seule une partie du matériel qu'il fournit à l'Angleterre arrive. Chaque bateau anglais est menacé de mort. L'océan Atlantique est infesté de sous-marins allemands. Leurs périscopes cherchent le cargo anglais. Churchill s'inquiète. Bientôt plus rien ne passera. L'issue de la guerre sera fatale. L'Angleterre est une île. C'est sa force et c'est aussi sa faiblesse. Pourtant, elle est le seul espoir des peuples occupés. Les sous-marins allemands, les U-boats, disposent maintenant des ports français. Les loups de l'Atlantique sont groupés en meute. Ils coulent, dans cette seule année 1941, à la torpille ou au canon, 4 millions de tonnes de navires anglais. Les sous-mariniers allemands lancent ici quelques boules de pain aux naufragés, qui n'ont pas beaucoup de chances de survie.
Ils mourront de soif, de faim, de froid ou asphyxiés par le mazout. Hitler est content des succès de ses sous-marins, mais reste préoccupé par le réarmement massif de l'Amérique. À son secrétaire, Bormann, il explique « Dans un an, les États-Unis seront prêts à entrer en guerre. Pour faire face, il nous faut plus de matières premières, et elles sont à l'Est. Il faut conquérir cet espace vital. Après, l'Angleterre n'aura plus d'espoir et fera la paix. Il sera trop tard pour les Américains. Attaquons la Russie au plus vite. » Hitler a baptisé le plan d'invasion Opération Barbarossa, du nom de l'empereur germanique Barberousse. La Wehrmacht commence à se concentrer à l'est. Le lieutenant von Kageneck part pour la Pologne. Le long de la voie ferrée, il peut voir les restes des combats de 1939. Des prisonniers polonais et des juifs travaillent sur le chantier gigantesque de l'autoroute qu'Hitler fait construire à travers la Pologne pour acheminer son armée vers la nouvelle frontière avec les Russes. C'est là que la 9e Panzerdivision s'installe avec le régiment de Kageneck. Il écrit « À côté de nous, il y a une unité SS. Le commandant nous demande « Vous voulez voir un juif ?» Il fait un signe et un soldat amène un petit homme. « Combien de gens as-tu volé aujourd'hui ?» L'autre ne répond pas. « Donnez-lui 10 coups de bâton. » Nous sommes atterrés. C'est donc ça, notre occupation en Pologne ? Nous avions entendu de vagues histoires de cruauté, mais il était impossible de savoir ce qui se passait. Ce pays était devenu le pays du silence. Nous ne savions pas que c'était le début du génocide auquel nous allions prêter notre courage et nos mains. Kageneck fait mieux connaissance avec les autres officiers et les soldats de son régiment de Panzer. Il faut se tenir prêt à attaquer, mais l'ordre ne vient pas, alors il tourne en rond. Hitler retarde l'offensive à l'est. Il doit venir en aide à son allié Mussolini, qui veut mener sa guerre indépendamment de celle du Führer. Le Duce vient d'être battu par les Anglais en Afrique. L'armée italienne est en déroute dans le désert. Pour sauver Mussolini du désastre, Hitler envoie en Libye l'un de ses meilleurs généraux, Rommel. Avec sa division blindée, l'Africa Corps. Une petite armée de soldats très motivés par cette aventure coloniale. Ils ne savent pas ce qui les attend. Rommel est déjà un héros en Allemagne. C'est lui qui, en mai et juin 1940, a pris Cambrai, Arras, Rouen et Cherbourg. C'est aussi un vrai nazi, de la première heure, un serviteur zélé et efficace d'Hitler. Rommel croit aux blindés, à la guerre éclair. Le soir même de l'arrivée de l'Africa Corps, Rommel lance ses chars vers les positions britanniques. Ces prisonniers australiens ou sud-africains, venus se battre aux côtés des Anglais, comprennent eux aussi que la guerre du désert va être terrible. La légende de Rommel commence. Les Anglais diffusent sa photo avec la mention «
Cet homme est dangereux. Hitler intervient en Grèce, où Mussolini s'est aussi aventuré. Il lance ses parachutistes sur la Crète, après avoir mené une campagne éclair dans les Balkans et occupé la Yougoslavie. Les arrières de l'invasion de la Russie sont assurés, mais l'opération Barbarossa prend du retard. Hitler a perdu de précieuses semaines. Sur la place rouge, la fête du travail est traditionnellement l'occasion d'un grand défilé militaire. Celui-là requiert une préparation particulière. Staline veut impressionner les Allemands. Il a reçu de nombreux renseignements de ses espions sur l'imminence d'une attaque. Mais il ne veut pas croire qu'Hitler osera rompre le pacte germano-soviétique aussi vite. D'ailleurs, les Allemands sont venus assister au défilé, salués avec beaucoup d'égards par le maréchal Timoshenko, commissaire du peuple, ministre de la Défense de Staline. Les militaires allemands se serviront de cette démonstration de force pour prétendre que Staline voulait frapper le premier. Hitler va attaquer. Mais il aurait préféré ne pas se battre sur deux fronts, faire d'abord la paix avec l'Angleterre. Dans la banlieue de Londres, dans son pavillon épargné par les bombardements allemands, Rose aide ses parents qui écoutent la radio. La BBC annonce soudain une nouvelle stupéfiante. En Écosse, dans la région de Glasgow, viennent d'être retrouvés les restes d'un avion allemand, un Messerschmitt 110. Son pilote a sauté en parachute. C'est un nazi de première importance, le dauphin d'Hitler, Rudolf Hess. Il dit « Je suis en mission pour la paix ». Hess est l'un des premiers fidèles d'Hitler, l'un des plus fanatiques. Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist! Hitler Sieg Heil! Hess estime n'avoir pas eu un destin aussi glorieux que les autres dirigeants nazis. Il veut prouver à son Führer que lui, Rudolf Hess, et lui seul, peut trouver une issue au conflit avec l'Angleterre. Mais il est aussitôt emprisonné. Churchill ne veut rien savoir et Hitler le désavoue. Il finira ses jours en prison. Pourtant, il révèle, sans le vouloir, à ses interrogateurs britanniques qu'Hitler se prépare à envahir l'Union soviétique. Churchill transmet aussitôt l'information à Staline, qui n'en fait aucun cas. Pas plus que du dernier avertissement de Sorge, l'espion soviétique basé à Tokyo, sur l'attaque allemande. Un document daté du 30 mai 1941. Et Staline poursuit ses livraisons au Reich. Depuis le pacte germano-soviétique, il a expédié en Allemagne des milliers de tonnes de pétrole, de chrome, de nickel. Ce qui a aidé Hitler à conquérir la France. La dernière livraison a lieu dans la nuit du 21 au 22 juin 1941. Ce dernier train transporte 1000 tonnes de blé. Il passe la frontière à minuit et à 3 heures du matin, sans déclaration de guerre, les premiers sapeurs de la Wehrmacht se glissent en territoire russe. Derrière eux, 153 divisions allemandes, mais aussi finlandaises, roumaines, slovaques, hongroises, et même une division franquiste espagnole. « 4 millions d'hommes, avec 600 000 camions, dont une bonne partie provient de l'industrie française, des Berlier ou des Renault. Et 4 000 chars, 7 000 canons.
3000 avions. Dans les premières minutes de l'attaque allemande, 1500 appareils soviétiques sont détruits au sol. Dans les premières heures, 400 autres avions russes sont abattus en vol par les Allemands. Surprise, dépassée, l'armée de l'air soviétique semble rayée du ciel. L'offensive allemande se déchaîne sur 3000 km dans 3 directions. Au nord, l'objectif idéologique, Leningrad, la ville de Lénine, le berceau de la révolution russe, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Au centre, l'objectif politique, Moscou, la capitale de Staline. Au sud, l'objectif économique, Kiev et l'Ukraine. La Pravda, le journal officiel du Parti communiste, annonce l'agression fasciste. Mais où est Staline ? Il se cache, horriblement déçu et paniqué par les premières nouvelles catastrophiques de la frontière. L'avance des Allemands est foudroyante. Le lieutenant von Kageneck s'enthousiasme. Un spectacle incroyable s'offre à mes yeux. Tout notre régiment de panzer se déploie. Nos chars, hauts et fiers comme des bateaux, voguent sur une mer jaune de blé mûr. Rien ne peut résister au panzergrenadier à qui a été martelé. Vous allez sauver l'Occident des hordes asiatiques. C'est une croisade moderne contre la puissance des ténèbres, le judéo-bolchevisme. Au nord, l'entrée dans les pays baltes est triomphale. Les Allemands sont accueillis en libérateurs. La terreur stalinienne a été telle que tout vaut mieux que le NKVD, la terrible police politique soviétique qui s'est retirée en assassinant les Baltes anticommunistes détenus dans les prisons. Les antisémites locaux accusent les Juifs d'être complices des communistes. Ils les rassemblent, leur font porter les corps. Les Baltes se livrent ensuite à des pogroms, les violences contre les Juifs, que les Allemands favorisent, avec comme consigne « Ne pas laisser de traces ». Les bûchers feront disparaître les corps. Sur le front centre, le général Guderian, l'homme des blindés, de la Blitzkrieg, de la guerre éclair, est ralenti par la ligne Staline. Une série de fortifications que les panzergrenadiers doivent enlever d'assaut. Guderian reprend son avance, mais un élément imprévu va freiner ses fières unités motorisées, comme en témoigne Kageneck. Nous avançons avec nos automitrailleuses et la poussière nous enveloppe. Nous sommes en Russie,
où n'existe ni route, ni asphalte. Elle est terrible, cette poussière grasse, jaune ou rouge. Elle pénètre partout, dans les yeux, dans les narines, dans la bouche. Ces hommes marchent ainsi 50 km par jour. Ils marchent depuis le 1er septembre 1939. Ils ont marché jusqu'à Varsovie, jusqu'à Oslo, jusqu'à Bayonne. Maintenant, ils se rendent compte de l'immensité de la Russie. Des centaines et des centaines de kilomètres sans village. Les camions de ravitaillement, de carburant et de munitions ont de plus en plus de mal à passer. Mais une autre réalité s'impose aux soldats allemands. Les Russes se défendent. Une surprise de taille, l'apparition d'un nouveau type de char russe, le T-34, un monstre de 30 tonnes, équipé d'un redoutable canon. Des chenilles larges qui passent partout. Il n'est pas sophistiqué comme les blindés allemands. Le tankiste soviétique tape avec un maillet pour changer de vitesse. Mais il n'est jamais en panne. Les Allemands s'interrogent. Comment ces sous-hommes ont-ils pu fabriquer ces engins? Les obus des canons anti-chars ricochent sur leur blindage. Seul peut l'arrêter le canon allemand de 88, une arme puissante. Les Allemands restent les mieux armés et les plus forts. Mais Ivan, comme ils appellent les Russes, se bat jusqu'au bout. Kagenek écrit. Il y avait l'odeur des cadavres, cuits au soleil, couverts de mouches. Une odeur douceâtre et fade qui s'accroche aux narines, qui pénètre sous la peau, comme la poussière. Les pertes russes sont déjà énormes, mais celles des Allemands augmentent aussi. Le médecin allemand du bataillon, le major Heinrich Happe, ordonne aux hommes d'arrêter toute prise de nourriture 6 heures avant les attaques. Il précise « Cela augmente vos chances de survie en cas d'un coup dans le ventre. » L'absorption d'une seule tranche de pain contracte le sang dans les vaisseaux intestinaux et augmente le danger d'hémorragie interne. Les Allemands continuent quand même à progresser vers leurs 3 objectifs, Leningrad, Moscou et Kiev, en capturant des armées entières. Hitler a donné l'ordre de tuer immédiatement les commissaires politiques, membres du Parti communiste, qui contrôlent les officiers et surveillent les soldats de chaque unité. Guderian refuse d'appliquer cet ordre criminel, mais le commandant de la 4e armée Panzer, le général Hoppner, estime, lui, ce conflit doit être conduit avec une brutalité sans précédent. Aucune pitié pour les bolcheviks. Les bolcheviks, les Russes, se battent, désespérés, avec de moins en moins d'armes, parfois même un fusil pour 10. C'est la retraite sur tout le front.
Pour Staline, les nouvelles sont de pire en pire. Mais que fait-il? Il s'était effondré. Il se relève. Parce que Staline est un pseudonyme qui signifie « l'homme d'acier ». Staline parle. Товарищ Сталина. Avec son lourd accent géorgien, il dit des mots qu'il n'a jamais employés. Il appelle les Russes « mes frères »,« mes sœurs ». Il leur dit la vérité. Nous sommes attaqués par l'Allemagne hitlérienne, un ennemi cruel, inexorable. Un grave danger pèse sur notre patrie. Du fond de l'abîme, il ose prophétiser. Les troupes fascistes allemandes sont-elles vraiment invincibles? On disait que l'armée de Napoléon était invincible, mais elle a été battue. Il ordonne de faire transporter immédiatement les usines avec leurs machines et leurs ouvriers loin à l'est, dans les montagnes de l'Oural. Et il donne aux paysans un ordre inflexible. Partez, quittez votre isba, votre maison, détruisez tout. Ne laissez rien qui puisse servir à l'agresseur fasciste hitlérien. C'est l'ordre de la terre brûlée. Les officiers allemands se souviennent de Napoléon. En 1812, les Russes avaient brûlé leurs villes et leurs champs. Ils avaient affamé la grande armée et ils l'avaient détruite à la bataille de la Bérésina. Les Allemands sont aussi sur la Bérésina. Début juillet 41, sur le front centre, et ils avancent. La résistance soviétique est de plus en plus forte. Sur l'autre rive, une mauvaise surprise pour les Allemands. Les Russes mettent en action une arme nouvelle, un lance-roquettes, baptisé les orgues de Staline, ou Katyusha, comme la chanson patriotique. Terrifiant. Mais rien ne peut arrêter l'avance des Allemands. Mi-juillet, ils atteignent Smolensk, la dernière grande ville avant Moscou. Les combats pour Smolensk durent 3 semaines. Les Russes résistent jusqu'au bout, malgré les appels à la reddition des haut-parleurs allemands. Всякое сопротивление бессмысленно! Давайте! Всякое сопротивление бессмысленно! Rares sont ceux qui se laissent prendre. Les survivants préfèrent se cacher dans les forêts profondes et devenir des partisans. Ils sont rejoints par de nombreux paysans qu'ils forment au combat. Ils font la chasse aux traîtres et harcèlent les lignes de communication de l'ennemi. La répression allemande est féroce.
Ordre du Führer. Liquider immédiatement toute population soupçonnée de la moindre hostilité. Hitler décide alors de venir sur le front, avec le chef d'état-major de la Wehrmacht, le servile maréchal Keitel. L'opération Barbarossa prend du retard. Pour les généraux, c'est le plan d'Hitler qui en est la cause, en imposant 3 axes d'attaque. Le maréchal von Bock, le commandant des armées du centre, veut, au contraire, concentrer ses forces sur Moscou. Hitler, on le voit ici, n'aime pas les généraux qui osent le contredire. Le général Guderian est là, il insiste. Nous ne sommes plus qu'à 350 km de Moscou. Vous ne comprenez rien, dit le Führer. Vous ne connaissez rien à la guerre économique. Il nous faut d'abord le blé de l'Ukraine pour qu'on ne puisse pas nous affamer, comme à la guerre précédente. Moscou n'est qu'un symbole. On s'en occupera plus tard. Il ordonne à Guderian de foncer vers Kiev pour refermer le piège sur les armées russes qui forment encore des poches sur les arrières de la Wehrmacht. C'est le plus grand encerclement de l'histoire. Les Allemands font, d'un seul coup, 600 000 prisonniers russes. Himmler vient en visite. Rien n'est prévu pour nourrir les prisonniers et Himmler contemple avec indifférence les Untermensch, les sous-hommes, qu'il va froidement laisser mourir de faim. Le lieutenant von Kageneck écrit « On vivait bien en Ukraine. Nous ne manquions de rien. Des œufs, du beurre, des fruits, du lait, du vin, un excellent vin rouge des bords de la mer Noire. Les Ukrainiens venaient à notre rencontre, souriants, joyeux. Les femmes nous apportaient du pain et du miel. Elles voyaient en nous leur libérateur. Les Ukrainiens ont beaucoup de raisons de haïr les Russes, et surtout Staline, qui a organisé au début des années 30 une immense famine et fait 3 millions de victimes. Les Ukrainiens, souvent antisémites, incriminent aussi les Juifs et se livrent à des pogroms, comme ici à Slokov, sous les yeux des Allemands. Beaucoup d'Ukrainiens se rangent du côté des nazis, mais l'Allemagne va perdre une occasion de se faire un allié. Le maréchal Göring, le deuxième personnage du Reich, arrive en Ukraine. Il dit « Pas de bouche inutile à nourrir. Ceux qui peuvent travailler, travailleront pour le Reich. Les autres mourront. Ceux qui travaillent donneront tout ce qu'ils ont, jusqu'à leur mort. » Göring et son complice, le théoricien du racisme nazi, Rosenberg, sont là pour mettre en œuvre l'asservissement de l'Ukraine et l'élimination méthodique des Juifs. Himmler et Heydrich ont dès 1939 mis en place des commandos d'exécution, les Einsatzgruppen, composés de SS, de policiers et de soldats de la Wehrmacht qui raflent les Juifs. Les SS emmènent les Juifs dans les bois et leur donnent à chacun une pelle pour creuser leur tombe.
Ce procédé est jugé trop long. Alors les SS vont creuser de longues fosses communes où les Juifs vont directement se coucher sur les morts précédents. Ce procédé est encore trop lent. Les SS font aménager un ravin près de Kiev, un endroit appelé Babi Yar, et exécutent en 2 jours 33 771 Juifs, les hommes, les femmes et les enfants. Dans cet enfer, comme dans des centaines d'autres, les victimes sont prises en photo par leurs bourreaux, en souvenir pour leur famille, en Allemagne. Le meurtre prémédité et de sang-froid d'1 million de Juifs portera le nom de Shoah par balle. Mais Himmler n'est pas satisfait. Il a assisté à l'une de ces actions des Einsatzgruppen. Il a été éclaboussé de sang et pris de nausées. Il demande aux SS de trouver des méthodes moins primitives. Cette réflexion donnera les camions au gaz d'échappement reliés à l'arrière et 1 an plus tard, les chambres à gaz. Au nord, le long siège de Leningrad commence. Les Allemands décident, plutôt que de se lancer dans une guerre de rue, laissons faire la famine et l'artillerie. La célèbre bibliothèque de Leningrad est dévastée. Le zoo décimé. La ration alimentaire tombe vite en dessous du minimum. Mais le pire reste à venir, avec l'hiver. Au sud, Guderian reçoit enfin d'Hitler l'ordre de remonter vers le nord, rejoindre les autres armées et marcher sur Moscou. Sur ce front immense, 3 fois grand comme la France, de Leningrad à Odessa, la poussée vers Moscou paraît irrésistible. Les Allemands font encore 700 000 prisonniers. Le général Jodl, chef des opérations de la Wehrmacht, dit « La guerre est gagnée ». Kagenek écrit « Nous avons soudain affaire à un adversaire terrible. La pluie d'automne et la boue que les Russes appellent Rasputitsa. Une boue sans fond, tenace, collante, qui prend tout, qui tient tout et ne lâche plus rien. Pas plus un char qu'un camion, un cheval ou un homme. » Elle paralyse tout mouvement. Nous faisons 5-8 km par jour au lieu de 30. Mettre un pied devant l'autre demande un effort surhumain. Les Panzers, l'orgueil de la Wehrmacht, sont arrêtés. Hitler écrit à ses troupes « Soldats du front de l'Est, mes camarades, nous nous trouvons au seuil de la dernière grande bataille décisive.
la bataille pour Moscou. Et d'un seul coup, l'armée allemande repart vers Moscou. Parce que le gel vient durcir le sol. Alors le monde retient son souffle. Hitler va-t-il vaincre Staline ? C'est le moment où dans tous les pays occupés, les extrémistes de droite s'engagent aux côtés des forces allemandes. Les Belges, les Danois, les Hollandais et les jeunes de la LVF, la Légion des volontaires français, qui ont choisi de porter l'uniforme allemand et d'aller se battre sur le front de l'Est. Et ils vont souffrir. À partir de ce mois de novembre 1941, une vague de froid précoce fait descendre le thermomètre à -40. La Wehrmacht, prévue pour la Blitzkrieg, la guerre éclair, devait régler son compte à la Russie en 4 mois. Elle n'a pas d'équipement d'hiver. Guderian écrit dans ses mémoires « Il faut avoir vu ces hommes, affamés et insuffisamment couverts, se battre pour un abri médiocre. » Ils se battent pour tenir le moindre village. Perdre un village, perdre une seule isba, c'est la mort certaine. Les hommes meurent de froid ou de dysenterie. La diarrhée les fait courir 30 fois par jour. Le médecin, le major App, les prévient. Il faut choisir. Si vous baissez votre pantalon, vous mourrez de froid. Il faut découdre la couture derrière pour ne pas avoir à le baisser. Ils envient leurs camarades. Ceux de l'Africa Korps, qui au même moment dans le désert, peuvent faire cuire des œufs sur la tôle surchauffée de leur char en écoutant Lili Marlène, la chanson de la guerre. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. La guerre du désert, elle aussi, s'enlise dans les sables. L'essence et le ravitaillement manquent. Rommel doit s'arrêter. Pourtant, il prépare une nouvelle offensive et de nouveaux sacrifices pour l'Africa Korps. Pendant ce temps-là, sur la route de Moscou, les Allemands ne peuvent plus se laver ni se changer. Pour eux, comme pour l'ennemi, les poux, les punaises, la gale rendent fou et apportent le typhus. La grande armée de Napoléon avait perdu un tiers de ses hommes à cause du typhus. Mais la Wehrmacht réussit quand même à avancer jusqu'à 30 km de Moscou. Et Hitler dit « Je raserai cette ville maudite et je la remplacerai par un lac artificiel, avec un éclairage central. » Les avant-gardes allemandes atteignent la banlieue de Moscou et même le terminus de la ligne d'autobus qui va jusqu'à la place Rouge. Pendant que l'armée soviétique contient cette avance allemande, Staline a ordonné de maintenir le traditionnel défilé pour l'anniversaire de la Révolution. Pour galvaniser ses troupes, Staline prononce un discours où il fait appel à ce qui est interdit, le souvenir des grands soldats du tsarisme. Soyez dignes de vos glorieux ancêtres. Le vainqueur des Teutons, Alexandre Nevski, des Tartares, Dimitri Donskoy, des Turcs, Suvorov, et de Napoléon, Kutuzov. Staline a organisé la défense de Moscou avec le plus brillant peut-être de ses généraux, un spécialiste des chars, considéré comme l'équivalent russe de Guderian. Zhukov, 45 ans. Zhukov a de la chance. L'espion soviétique Sorge a révélé que le Japon, pourtant allié d'Hitler, avait décidé de ne pas attaquer la Russie parce que son principal ennemi, c'est l'Amérique. Du coup, Zhukov peut dégarnir ses forces d'Extrême-Orient
il fait venir les divisions de Sibériens, bien équipés. Les Sibériens ne craignent pas le froid. Ce sont des hommes des bois, rompus à toutes les ruses. Ils ont emmené leurs skis et leurs rennes avec eux. Et leur gibier, cette fois, c'est l'allemand. Zhukov veut prendre la Wehrmacht en tenaille. « 50 000 Allemands sont morts ou disparus. 57 000 sont faits prisonniers. Ils partent pour la Sibérie. Et ils n'ont pas fini d'avoir froid. 1 sur 10 seulement reviendra au bout de 15 ans. August von Kageneck, lui, avait été grièvement blessé et évacué en Allemagne. Il écrit « La foi s'évanouit. Le doute devient obsession. La mort devient la meilleure amie, la seule amie de l'homme, car elle le délivrera de ses souffrances. Les Russes non plus n'ont pas fini de souffrir. Leur pays ravagé, les millions de morts et de prisonniers ont permis de sauver Moscou, mais la menace est toujours là. L'armée allemande recule de 200 km. Hitler ordonne alors de tenir cette nouvelle ligne à tout prix. Il destitue 35 généraux, dont Guderian, et assure lui-même le commandement de l'armée. Il va réussir à rétablir la situation, rééquiper son armée, se préparer pour la revanche. La Wehrmacht reste solidement en Russie. Hitler retrouve ses chiens dans son chalet de Bavière. Pour lui, l'échec devant Moscou est celui de ses généraux, de ses diplomates qui lui avaient déjà affirmé que les Français et les Anglais ne bougeraient pas pour la Pologne, et de l'Abwehr, le service d'espionnage, qui l'a mal renseigné sur les forces russes. Hitler ajoute « L'armée bolchevique est composée de paysans qui combattent avec une inconscience barbare et d'ouvriers entraînés par le fanatisme mystique du communisme. » Mais Hitler croit en sa bonne étoile. Il vaincra. Il peut se détendre avec ses courtisans. Ici, la maîtresse de Bormann lui présente l'une des vedettes du cinéma allemand, l'actrice Magda Schneider. Sa fille, Romy Schneider, joue à côté avec les enfants de Bormann.
L'Allemagne est encore insouciante. Les grands bombardements n'ont pas encore commencé et les sacrifiés de Moscou sont si loin, dans la neige. 2 jours après ce premier revers d'Hitler, son allié le Japon attaque par surprise l'Amérique à Pearl Harbor, la grande base navale du Pacifique. Avec cette vague d'avions japonais, la guerre devient mondiale. À Londres, Rose danse en pensant déjà à Noël. Elle entend ses parents dire « Maintenant, les Américains vont se battre avec nous, les Russes sont avec nous, et nous les Anglais, nous ne sommes plus seuls. »